Mesdames, Messieurs, bonjour. Je vais m'exprimer ce matin en français. Je crois que M. Burkhalter s'exprimera également en français. Les deux. So, Mr. Burkhalter will speak both in French and English, so I will essentially this morning speak French and later on in English. La 8e édition de la World Policy Conference, la WPC comme nous l'appelons, s'ouvre exactement une semaine, jour pour jour, après les actes terroristes commis à Paris par le soi-disant État islamique. Le monde civilisé, sous toutes ses formes héritées de l'histoire, avec toute sa diversité et sa richesse, pleure et s'indigne devant cette barbarie. L'indignation fait ressortir les aspirations humaines dans ce qu'elles peuvent avoir de meilleur, mais elle ne suffit pas. On ne vaincra pas le terrorisme ni les autres maux du monde contemporain en se cantonnant dans le registre des émotions. Seul l'apprentissage d'une politique authentiquement internationale, dans l'acception la plus élevée du terme, permettra au monde de franchir le XXIe siècle sans retomber dans des drames comparables en ampleur à ceux qui l'ont tant bouleversé au XXe. Tel est l'état d'esprit qui nous a animés en lançant la WPC de l'autre côté du lac, à Évian, en 2008. Notre objectif est de contribuer à améliorer la gouvernance dans tous ses aspects, afin de promouvoir un monde plus ouvert, plus prospère, plus juste et respectueux de la diversité des États et des nations. Le respect est essentiel. Toute forme d'idéologie conquérante, même au nom des droits de l'homme, est nuisible à la paix. Chaque peuple a son histoire, chaque peuple a sa culture, ses traditions. Chaque peuple mûrit à son propre rythme et élabore ses propres solutions. C'est pourquoi nous cherchons à rassembler un nombre toujours limité de personnalités de haut niveau, originaires des 5 continents, dirigeants politiques et économiques, représentants de la société civile, chercheurs et journalistes, dans un climat de confiance et un esprit de tolérance, pour réfléchir, débattre et proposer des solutions constructives aux grands enjeux régionaux et internationaux. Nous nous appliquons à donner la parole à des représentants de puissances moyennes, dont les points de vue sont trop souvent peu audibles dans les débats, alors que leur méconnaissance explique tant d'erreurs historiques, y compris dans le passé récent. Ainsi, nous sommes réunis l'an dernier à Séoul. Le discours qu'a prononcé à cette occasion Mme Park Geun-hye, présidente de la République de Corée, a fait date. Cette année, nous sommes à Montreux et je remercie M. Didier Burkhalter, conseiller fédéral et président de la Confédération helvétique en 2014. J'ouvre une parenthèse, le Conseil fédéral de la République de la Confédération helvétique comprend 7 membres. Et c'est ce conseil ensemble qui constitue la présidence de la République, de sorte que M. Burkhalter est 1/7 de président de la République, de la Confédération helvétique. Et l'an dernier, d'ailleurs, il était le chairman de ce conseil. Je crois que c'est une subtilité constitutionnelle qui est unique dans le monde. En tout cas, je remercie donc M. Didier Burkhalter, qui est aussi le chef du département fédéral des Affaires étrangères, donc le ministre des Affaires étrangères, d'avoir accepté de prononcer l'allocution d'ouverture de la présente rencontre. En raison de sa position héritée d'une histoire extraordinaire au cœur de l'Europe, la Suisse joue un rôle unique dans le monde contemporain et illustre bien, à mon sens, la richesse de cette notion de puissance moyenne qui nous est chère, où il s'agit en un sens très large de la capacité d'exercer une influence positive et stabilisatrice sur l'environnement mondial ou tout au moins régional. Je crois en particulier qu'aujourd'hui, comme dans le passé,
la neutralité peut rester un atout important et l'expérience de la Confédération helvétique est à cet égard un bien commun de l'humanité. La première WPC a eu lieu à Évian, début octobre 2008, quelques jours seulement après la faillite de Lehman Brothers, et donc dans un contexte illustrant ô combien la nécessité de renforcer la gouvernance mondiale. C'était également un grand moment de tension en Europe autour de la crise géorgienne. Dmitri Medvedev, alors président de la Fédération de Russie, a saisi l'occasion de notre conférence pour développer une proposition de mise à jour de la charte d'Helsinki. Cette proposition reste, à mon sens, plus que jamais d'actualité. Depuis 2008, le monde a traversé bien des crises économiques et politiques, et l'organisation de sa gouvernance marque toujours un ou plusieurs temps de retard face à des interdépendances croissantes et mal maîtrisées. C'est pourquoi notre projet de la WPC ne sera jamais trop ambitieux. Cette 8e édition s'ouvre donc sous le choc des attentats de Paris. La coexistence pacifique des religions est désormais une question géopolitique majeure et nous en parlerons demain. Mais le fait est que la manipulation politique de l'islam, cynique, haineuse et monstrueuse, par des leaders sataniques qui endoctrinent des jeunes sans repère pour en faire des kamikazes, est devenue une menace planétaire. Ce fléau vient d'endeuiller la France et il peut s'abattre n'importe où et n'importe quand. Mais nul ne peut ignorer que sa première victime est le monde musulman qu'il mine à petit feu. Ce n'est pas ici le lieu d'examiner les dispositions policières ou judiciaires, les actions dans l'ordre du renseignement ou plus généralement les mesures d'adaptation interne rendues nécessaires dans beaucoup de pays par cette forme de guerre, justement qualifiée par les experts d'asymétrique et de basse intensité. En revanche, nous devons aborder ici la question des conditions diplomatiques propres à renverser la tendance ininterrompue depuis la fin de la guerre froide à l'accroissement du chaos au Moyen-Orient. Aucun État de la région ne pourrait espérer en sortir indemne si elle se poursuivait. Je veux croire qu'avec l'accord nucléaire sur l'Iran, un renversement est devenu possible. Il reste à le rendre probable, et pour cela, il faudra beaucoup d'efforts partagés entre les principales puissances régionales et extérieures directement concernées. La reconstruction d'un ordre viable au Moyen-Orient sera une œuvre de longue haleine. Elle ne sera pas aboutie sans le règlement du conflit israélo-palestinien, vieux maintenant de près de 70 ans. À court terme, l'Union européenne doit aussi faire face à un afflux de réfugiés qui la soumet à nouveau à rude épreuve. La conjonction de la crise de l'euro, toujours susceptible de rebondir, de la perspective d'un Brexit, de la crise des réfugiés, de la montée des populismes, constitue une menace potentiellement existentielle sur l'Union. Or, sa survie et même son renforcement sont des conditions essentielles à la consolidation de la gouvernance mondiale dans son ensemble. Nous aurons donc évidemment ici à parler de la crise des réfugiés qui, dans une large mesure, renvoie à la nécessité d'un nouvel ordre au Moyen-Orient, mais aussi au développement de l'Afrique, auquel je souhaiterais que la WPC accorde une attention croissante. En amont de tous ces problèmes, il convient de souligner l'extrême importance de l'éducation. Le Moyen-Orient au sens large est certainement la principale préoccupation géopolitique du moment, mais il y en a d'autres. Je pense à la Russie et à l'Ukraine, bien sûr, mais également aux tensions en Asie de l'Est, dont nous avons beaucoup parlé à Séoul et qui seront également présentes à Montreux. Sur ces deux fronts, il me semble discerner quelques signes encourageants. Mais, comme on dit en français, une, et je dirais même deux hirondelles ne font pas le printemps.
Avec l'interdépendance croissante, la politique et l'économie internationale sont de plus en plus enchevêtrées. Les questions classiques de coopération économique et monétaire conservent toute leur importance, d'autant plus que malgré les progrès accomplis, les instabilités potentielles héritées de 2007-2008 sont loin d'avoir disparu. Mais il me semble que nous devons aussi accorder une place importante au sein de la WPC aux questions de géoéconomie, c'est-à-dire celles où les leviers économiques sont utilisés par les États à des fins également géopolitiques. Je pense à la pratique des sanctions, à la politique énergétique, et notamment celle des oléoducs et des gazoducs, mais aussi typiquement à la multiplication des accords commerciaux bilatéraux ou plurirégionaux aux dépens du paradigme multilatéral de l'OMC. C'est dans cette perspective qu'il convient de débattre de TPP qui vient d'être conclu et du TTIP encore à venir. Je pense aussi à la vision chinoise de la route de la soie et à la création de la nouvelle agence, la nouvelle banque pour le développement et les infrastructures en Asie qui bouscule quelque peu l'ordre occidental issu de la Seconde Guerre mondiale. Mon objectif dans ce propos introductif n'est pas de vous présenter le programme de ces 3 journées de façon détaillée, et nous aborderons bien d'autres sujets essentiels comme l'énergie en général, l'alimentation, l'eau, la santé ou encore les technologies numériques qui ont tous une incidence du point de vue de la gouvernance mondiale et donc sur la construction progressive d'un véritable vouloir vivre ensemble à l'échelle planétaire. Mais je voudrais conclure en affirmant la nécessité de garder toujours la préoccupation éthique à l'esprit quand on traite de la construction progressive d'une gouvernance mondiale capable, comme je le disais au début, de maintenir un monde raisonnablement ouvert et tolérant. À court terme, une telle construction suppose un comportement réaliste et pragmatique de la part de toutes les parties prenantes. On ne dira jamais assez combien l'idéologie est mauvaise conseillère en la matière. À long terme, cependant, les conditions de viabilité de toute organisation sont fondamentalement d'ordre éthique. Alors que l'idéologie sépare, l'éthique doit rapprocher. Le moyen terme, la durée intermédiaire, est le champ temporel des décideurs, toujours obligés de naviguer entre des exigences plus ou moins compatibles et contradictoires. C'est pourquoi nous souhaitons accorder une place croissante aux considérations éthiques dans la WPC, en commençant dès cette année par notre façon d'aborder le numérique ou encore le climat, puisque nous nous réunissons à la veille de la COP 21. À propos de la COP 21, il y a encore un aspect de la gouvernance mondiale qu'il convient de souligner. Il s'agit de la complexité politique, mais aussi technique sans précédent des négociations quand on aborde un sujet réellement planétaire. Malgré leur expérience millénaire, les diplomates en sont encore à tâtonner et la négociation sur le climat est de ce point de vue d'une importance capitale. Rien de nouveau sous le soleil, dit l'Ecclésiaste. Rien, et certainement pas la coexistence de la civilisation et de la barbarie. Rien, si ce n'est une accélération de l'histoire également sans précédent, au cœur de laquelle se poursuit la plus grande révolution technologique que le monde ait connue et qui nous fait entrer, remplis de crainte, mais aussi d'espérance, dans des univers inconnus. Je vous remercie. And now it's my great privilege and honor and pleasure to introduce Monsieur Didier Burkhalter, who is a Federal Counselor of the Helvetic Confederation. Monsieur le conseiller. Merci beaucoup, Monsieur le Président, de votre invitation. Merci aussi de votre très beau message sur l'éthique. Puis merci encore de comprendre si bien le fonctionnement du gouvernement suisse.
C'est la première fois que ça m'arrive, que j'ai l'impression que vous avez déjà compris, avant qu'on essaye de vous expliquer le fonctionnement du gouvernement suisse. Vous savez, ça m'arrive souvent de devoir expliquer le fonctionnement du gouvernement, de ce gouvernement qui fonctionne en collège, à 7, et qui ne peut pas décider autrement qu'en étant tous là, et qui partage en quelque sorte la présidence et toutes les charges de l'État. Et souvent, on a l'impression qu'on explique, mais plus on explique, plus les personnes à qui on explique se demandent ce que c'est vraiment. Et même en Suisse, des fois, on dit c'est presque inexplicable. Peut-être qu'on ne peut pas le comprendre, mais au fond, à la fin, ça marche. Et c'est ça le plus important. Alors, merci beaucoup de votre invitation. Merci aussi à vous toutes et vous tous de votre présence en Suisse, au bord de ce Geneva Lake que nous partageons avec la France. La France, précisément, qu'il y a une semaine, a été atteinte au cœur, à Paris. La France, notre voisine géographique, notre voisine de valeur aussi. La France à l'égard de laquelle nous ressentons ici beaucoup d'amitié. Une amitié solide, une amitié longue, une amitié même très longue, puisque nous célébrerons l'année prochaine les 500 ans de notre traité de paix perpétuelle. Les attaques de ces derniers temps ont été portées contre la liberté, l'égalité, les droits de l'homme, contre les valeurs fondamentales de l'humanité, à Paris, comme à Beyrouth, comme au Sinaï, comme à Yola, au Nigeria, comme à Bagdad ou ailleurs encore. Il y a des moments très difficiles dans la vie et on a connu ces moments très difficiles maintenant. Il y a des moments difficiles dans la vie des individus, des êtres humains, comme dans la vie des États. Et alors, il faut faire face. Il faut faire face debout et unis. La Suisse condamne avec la plus grande fermeté ces actes de barbarie. Elle partage la douleur des pays touchés, de leur gouvernement, de leur population, des proches des victimes. Nous ne céderons pas aux intimidations des terroristes et nous sommes déterminés à travailler encore plus dur pour protéger nos populations, pour défendre les valeurs fondamentales de l'humanité. À nos yeux, il faut donner la toute première place, la toute première priorité à la prévention de l'extrémisme violent. Aujourd'hui, notre monde est devenu plus instable, plus complexe, plus dangereux. La résurgence de la violence armée, des conflits violents, du terrorisme affecte toutes nos sociétés. Elle engendre d'immenses souffrances humaines et compromet la sécurité et la prospérité dans le monde. Une barrière de feu s'est quasiment embrasée sur les flancs sud et est de l'Europe qui allume des foyers au cœur, jusqu'au cœur du continent. Ces crises sont un défi pour des régions entières par l'afflux de réfugiés qui fuient cette violence, qui fuient ces brasiers, qui consument leurs maisons. Des millions de personnes ont fui la Syrie, dont l'immense majorité se trouve dans les pays voisins de la Syrie, en Jordanie par exemple, où nous essayons d'aider en revitalisant des écoles. En Jordanie, il y a 220 000 enfants syriens en âge de scolarité qui se trouvent dans ce pays. 220 000, 120 000 d'entre eux ont une place à l'école, sont scolarisés dans des conditions souvent difficiles, serrés parfois jusqu'à 80 par classe, se rendant à l'école le ventre creux. Mais il y a encore 100 000 autres enfants qui sont pour l'heure privés d'accès à l'éducation et donc potentiellement privés de perspectives, d'un avenir. C'est une bombe à retardement de plus. Une minorité de ces réfugiés, mais tout de même des centaines de milliers, se tournent vers l'Europe, mettant celle-ci au défi. Quelle réponse humaine, quelle réponse logistique, quelle réponse sécuritaire, comment garder la maîtrise des risques et de l'adéquation aux valeurs, à l'éthique précisément. Ceci dit, il n'y a pas que les conflits et le terrorisme qui occupent les chancelleries de nos jours. Une deuxième dynamique se dessine clairement depuis quelque temps, celle du retour de la géopolitique. Ces deux facteurs conjugués, la géopolitique d'un côté et la résurgence de la violence armée de l'autre, marquent notre monde d'une empreinte profonde. Depuis un quart de siècle au moins, c'est la mondialisation qui façonne le destin du monde, et cette grande tendance va perdurer. Mais les deux éléments, la géopolitique et les conflits et violences armées, redéfinissent les contours de la mondialisation avec une incidence nette
sur la politique étrangère. Dans notre monde du XXIe siècle, les crises ne sont plus l'exception. Elles sont devenues la normalité, ce qui est en soi inacceptable, ce qui nous fait nous révolter en fait. Il faut combattre le fait que les crises deviennent quasi la normalité, mais on ne saurait en même temps nier une évidence. Face à cela, le besoin de diplomatie atteint un niveau inégalé depuis de nombreuses années. Il faut de la diplomatie au pouvoir, plus de diplomatie au pouvoir et plus de diplomatie créative au pouvoir, car la situation est sombre aujourd'hui. Nous vivons des temps d'incertitude, les gouvernements fonctionnent en mode de crise quasi permanent. Dans de tels temps, la force du dialogue et la créativité de la diplomatie peuvent en effet, mesdames et messieurs, changer les choses. Et la Suisse peut apporter des contributions utiles à cet effet, modestement certes, mais consciente de sa spécificité, j'y reviendrai. Cette région, les Maniques, ici, autour du lac de Genève, cette ville de Montreux qui nous accueille aujourd'hui, en sont un symbole et aussi une réalité. De nombreuses conférences de paix, de nombreuses rencontres diplomatiques, parfois très discrètes, parfois très publiques, ont eu lieu sur les rives de ce lac, jusque dans cet hôtel même où s'est tenue au début de l'an dernier la deuxième conférence sur la Syrie. La Suisse a une histoire et un rôle spécifiques, nourrie de sa neutralité, de son impartialité. Elle se sent d'autant plus responsable de cette spécificité-là, tout en étant pleinement solidaire du monde. Spécifique, mais membre de ce monde. C'est au fond de cela dont je souhaite vous parler, les changements du monde et puis les réponses de la Suisse. Commençons par un zoom arrière pour observer un peu mieux cette grande tendance qu'est la mondialisation. Le principal effet de la mondialisation, c'est de diffuser le pouvoir depuis la fin de la guerre froide, lorsqu'on a cru que les rideaux de fer appartenaient définitivement au passé. Eh bien, le processus de globalisation a transformé le monde, peut-être plus que tout autre phénomène. L'interconnexion économique, l'interconnexion sociale et technologique croissante de notre monde a renforcé le pouvoir de nombreux acteurs. C'est vrai pour les acteurs non étatiques, comme les ONG, comme les sociétés multinationales, comme les mégapoles, mais il y a aussi eu un basculement du pouvoir presque monopolisé par les économies développées vers les économies émergentes et en développement de l'Est et du Sud. Les écarts de développement entre les pays du monde se sont resserrés. Le nombre de personnes qui vivent dans l'extrême pauvreté dans les pays en développement est tombé de 47% en 1990 à 14% aujourd'hui. Nous sommes donc passés en 25 ans d'une personne sur 2 dans l'extrême pauvreté à une personne sur 7. Mais il y a le revers de la médaille, il faut toujours faire attention avec tous ces chiffres. La mondialisation a également favorisé de nouvelles inégalités. Le progrès économique est resté inégal. C'est en Chine et en Inde qu'a eu lieu l'essentiel du recul de la pauvreté, tandis que l'Afrique subsaharienne reste encore à la traîne. La diffusion rapide des idées, des biens, des capitaux, ainsi que l'accélération des mouvements de population peuvent par ailleurs accentuer l'instabilité sociale, économique, politique. En Suisse aussi, comme dans bien d'autres pays de l'OCDE, de nombreuses personnes s'inquiètent de l'immigration, s'inquiètent des conséquences en termes de capacité d'intégration dans ce pays, en termes de capacité d'aménagement du territoire, déjà densément peuplé, en termes de compétition sur le marché de l'emploi, comme l'on dit, pour trouver du travail. Les questions identitaires sont aujourd'hui un sujet politique majeur dans toute l'Europe et on sait à quel point elles sont politiquement délicates. La mondialisation peut être une force positive, elle peut offrir de formidables opportunités à l'humanité, à tous en fait, potentiellement, mais il faut la façonner de sorte à en maximiser ce qui est bon, les avantages, et à en minimiser les inconvénients qui existent aussi. Et comme toujours, il faut chercher un point d'équilibre. La mondialisation ne peut pas progresser si elle est perçue comme un risque pour les sociétés, si ça va trop vite, et si seule une minorité en tire réellement des avantages. Faire progresser et non pas seulement faire avancer. Faire progresser, c'est la clé. Et l'agenda de la mondialisation, c'est donc de maintenir un ordre juste et pacifique, c'est aussi de veiller à l'efficacité et à la légitimité des institutions nationales et internationales, c'est encore assurer la cohésion de nos sociétés et c'est enfin définir des réponses communes aux nombreux enjeux
Et vraiment, ils sont nombreux, ces enjeux, avec les menaces transnationales et défis globaux, comme le climat, la sécurité, l'eau, les migrations, l'extrémisme violent. C'est cela, l'agenda positif qui doit faire, au fond, tourner le monde. Et c'est cette recherche d'un nécessaire équilibre pour faire bien tourner le monde qui a toujours été un défi majeur. Il l'est d'autant plus aujourd'hui en raison des deux évolutions que j'ai mentionnées, le retour de la géopolitique et puis la résurgence des conflits armés. Le retour de la géopolitique est en fait un effet secondaire de la mondialisation. Bien qu'un monde multipolaire ne soit pas nécessairement un obstacle au multilatéralisme efficace, l'action collective, l'essai de trouver un point commun est devenu plus complexe. Cela demande plus d'engagement, plus d'énergie, plus de temps, il y a plus d'échecs. Or, les grandes puissances semblent définir leurs intérêts davantage dans un esprit de confrontation que de coopération, alors qu'on a besoin absolument de davantage de coopération. Les normes internationales et le droit international sont même l'objet de pressions constantes durant les dernières années. La compétition géopolitique s'est amplifiée, non seulement au niveau planétaire d'ailleurs, mais aussi dans les contextes régionaux, ce qui n'améliore pas les choses. L'équilibre existant est remis en question dans plusieurs régions du monde. Notre président d'aujourd'hui a très clairement mentionné une des grandes tensions, l'Asie du Sud-Est, avec les tensions de la mer de Chine. Il y a l'Europe avec l'Ukraine, il y a le Moyen-Orient dans toute une série de conflits. Et dans toutes ces parties du monde, nous assistons à un bouleversement des équilibres régionaux, à la réémergence de nations qui avaient été de grandes puissances dans un passé parfois lointain, qui avaient marqué le monde au fil des siècles. Pensons au retour de la Chine et de l'Inde, qui étaient deux puissances détenant la plus grande part du produit intérieur brut jusqu'au milieu du XIXe siècle. Pensons à l'Iran, pensons à la Russie et à la Turquie, qui sont des ponts entre l'Asie et l'Europe. La géopolitique relève du choix des gouvernements. Elle n'est donc pas un fait donné. Si on veut, on peut. Il nous appartient donc de démontrer que nous aurions tous avantage à choisir des solutions coopératives plutôt que des logiques d'exclusion, et il ne serait pas vraiment nécessaire d'attendre des drames pour s'en rendre compte. Dans le dossier du nucléaire iranien, le pays concerné et les puissances importantes qui en négociaient ont choisi la voie de la diplomatie plutôt que celle de la confrontation. La Suisse s'en réjouit. Elle a fortement soutenu ce processus qui s'est déroulé notamment dans cette région et lui aussi décidément dans cet hôtel. Dans cet esprit de coordination et de dialogue, eh bien, il faut imposer aussi une solution à la crise syrienne. La communauté internationale va-t-elle lutter efficacement et sur la base de décisions de l'ONU contre le soi-disant État islamique? Ces questions se posent maintenant. L'avenir va nous dire si l'on peut régler cette crise syrienne et si l'on peut combattre efficacement l'État islamique, mais le rétablissement du consensus, la reconstruction d'un ordre juste et pacifique demande en tous les cas de reconnaître qu'il existe des limites à l'universalisme occidental, que la mondialisation, dirigée par l'Occident pendant plus d'un siècle, évolue vers une multipolarité qui est réelle. La résurgence de la violence armée maintenant constitue un deuxième obstacle qui empêche d'avancer et vraiment de progresser sur la voie du développement et de récolter les fruits de la mondialisation. Bien que des chercheurs nous rappellent que le nombre de conflits violents tend en fait à diminuer à long terme, nous devons relever actuellement deux phénomènes qui sont particulièrement préoccupants. Premièrement, le nombre de victimes. Il est en forte progression. On estime que si les conflits violents ont fait 56 000 morts en 2008, ce nombre est passé à 180 000 en 2014, donc plus de 3 fois plus. La guerre en Syrie a causé à elle seule la mort de 70 000 personnes l'an dernier. Selon le Haut Commissariat aux réfugiés, à la fin de l'année passée, le monde comptait 60 millions de déplacés internes, un nombre inégalé depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, et ça ne s'est pas amélioré cette année. Second phénomène, l'instabilité et la violence ont considérablement augmenté dans le voisinage même de l'Europe. À l'est de l'Europe, la crise ukrainienne a marqué le retour de la guerre sur le continent, ce qui semblait impensable il y a peu, et c'était d'ailleurs peut-être une erreur d'imaginer que cela était impensable. Au sud, la situation s'est dégradée dans de nombreux endroits. D'anciens conflits non résolus, comme le conflit israélo-palestinien, des guerres plus récentes, en Syrie, au Yémen, en Libye, ont plongé toute cette région
dans une crise profonde et le terrorisme djihadiste progresse, favorisé par la défaillance des États. Les effets du retour de la violence armée sont immenses. Dans les régions en proie à des conflits, la sécurité humaine recule. L'activité économique est entravée. Aujourd'hui, les 2/3 de la population syrienne dépendent de l'aide humanitaire, alors que plus de 4 millions de personnes ont fui le pays, et les progrès du développement, ils sont réduits à néant. L'Europe n'est pas non plus épargnée. D'une part, elle doit faire face à un important afflux de réfugiés qui cherchent à fuir cette violence. Élaborer une réponse appropriée à cette crise est devenu l'un des plus grands défis que l'Europe ait eu à relever durant ces dernières décennies. Et d'autre part, nous devons faire une claire distinction entre les deux sujets, mais quand même, il y a encore le fait que l'Europe est devenue davantage la cible d'attaques terroristes avec les attaques de Paris. Le terrorisme de l'État islamique a pris une nouvelle dimension. L'insécurité et l'instabilité qui prévalent au Moyen-Orient sont de plus en plus liées à la situation en Europe. La menace du terrorisme continuera par ailleurs sûrement de peser sur notre continent, même si nous mettons tout en œuvre pour la réduire. Ladies and gentlemen, where does Switzerland stand in this greater scheme of things? Switzerland is a highly globalized country that has benefited from an open global economy. According to several rankings, Switzerland figures among the 10 most globalized countries worldwide and has among the most innovative and competitive economies. With its export-oriented, competitive, innovative economy and its open society, it has benefited significantly from the opportunities provided by globalization. This also means that our prosperity and our security depend on a stable and on an open international environment. Switzerland, therefore, has a strong interest in contributing to the search for cooperative solutions to the main challenges. Our way forward lies in a continuing willingness to act, to create, and to shape rather than in immobility. In our own interest, we would be badly inspired to opt for fear and self-confinement. In the emerging multipolar world, Switzerland does not belong to one of the power centers. We are a European country. We are promoting European values. The European Union is our most important partner, but Switzerland conducts its own foreign policy. Our independence enables us to build bridges, enables us to work with a broad range of partners and to develop our own initiatives. The more than 170 Swiss representations worldwide are a good basis for this. In today's world, Switzerland is not a small but a middle power. We are not so big as to frighten others. We are not part of any geopolitical power play, but neither are we too small to be heard and make an impact. Switzerland belongs to the 20 biggest economies worldwide and ranks as number 7 in Europe, and this despite a population that corresponds to that of a city like Paris. Switzerland is the 15th biggest contributor to the United Nations regular budget. And we are leaders in innovation, not just in technology and business, which is good, but we do also try to conduct an innovative diplomacy. Swiss foreign policy mirrors characteristics of our domestic political culture. This is our inner strength. We promote dialogue. We promote a culture of compromise. We stand for inclusive solutions, for power-sharing arrangements, for human rights and humanitarian principles, for taming the powerful through law. This explains that Switzerland has been able, with its different languages and religions, to keep the peace along the centuries. I'm convinced that these principles and values are more relevant than ever, and based on this, I would say not only yes, we can, but I would say yes, we want to do more. So, what is Switzerland's response to the current global changes? How do we engage? 4 points. We are addressing the refugee crisis. We are enhancing, second, our efforts to resolve conflicts, fight terrorism, and promote peace and security. We factor, third, the need for peace into our development agenda. And fourth, in the long term, that we do not forget, we must not forget these targets.
For all the preoccupation with crisis management, we preserve space, capacity to advance the implementation of the globalization agenda. Positive side. First, the refugee crisis. It has taken on dimensions unimaginable just months ago. This has become another major crisis that must be urgently dealt with, on top of everything else. The challenge is both political and ethic. While it is telling that the refugees seek to flee to liberal democracies in the north, these liberal democracies, we in Europe, we must now demonstrate our ability to come up with a joint responsible response based on solidarity, on Geneva Convention, and on effective implementation of the measures we have agreed. Switzerland has given shelter to more than 9,000 Syrians since the outbreak of the war. We are working closely with the EU on addressing the refugee crisis on our continent. We participated in the relocation scheme. We are also contributing to EU efforts to better secure Europe's border, providing both financial and personal resources. Reflecting Switzerland's humanitarian tradition, priorities in recent months has been to rapidly make available more humanitarian assistance for refugees in the conflict-affected regions before winter sets in. But international efforts are still insufficient, and more will be necessary in the months to come. Second point, Switzerland is stepping up its commitment to peace and security. This will be reflected in our foreign policy strategy for the coming 4 years, which we are currently elaborating. Containing, de-escalating, and resolving the many crises, reducing the level of armed violence has become one of the key tasks of our time. Over the past 15 years, Switzerland has developed a set of instruments to transform conflicts, protect civilians in conflicts, advance human security. As chair of the Organization for Security and Cooperation in Europe, we demonstrated that a country like Switzerland can make useful contribution to diffuse crises. One of the fields we want to expand is our mediation capacity. Mediation is what Switzerland is particularly good at, and mediation is also what is particularly needed on the international stage these days. We will broaden and further professionalize our pool of mediator and experts to consolidate our leading role in this field. And we will continue to offer our services to facilitate peace talks in international Geneva or elsewhere. Another key field is obviously terrorism. 2 months ago, the Swiss government approved a national strategy to counter terrorism. It is based on the 4 pillars of prevention, law enforcement, protection, and crisis management provisions. Prevention is a major focus, and we strengthen it in 2 major ways. First, with a new Intelligence Service Act that has now passed Parliament, but in Switzerland it is always like that, may still be up to a referendum. Second, we have made the prevention of violent extremism a new priority issue within Swiss foreign policy. Providing those vulnerable to violent extremism with alternative opportunities is a tremendous task. Development and peace-promoting measures must be applied for counter-terrorist purposes, from youth employment, jobs, to the promotion of political participation by actors who can speak credibly to young people at risk. We are in the process of devising our first action plan on preventing violent extremism. Working with the United Nations for that, in this field, will be an important part. Let me give you 3 examples how we engage in the field of preventing violent extremism. First, we promote international cooperation and norm building on this issue. The United Nations is expected to present its first plan of action of prevent violent extremism by the end of this year. Switzerland will co-host in the spring of next year an international conference in Geneva to discuss the implementation of this action plan. Building such a common route for the international community is essential for effective action against violent extremism.
Second, Switzerland runs its own projects on the ground. Our country is fortunate to have one of the lowest youth unemployment rates in Europe. This is due, in large parts, to our vocational education and training system that facilitate the integration of youth into the labor market and provide the economy with the skills that are needed. In several countries, such as Tunisia or Afghanistan, Switzerland is contributing to vocational training projects. We are convinced that offering real perspectives to young people is key to preventing them from turning towards violent extremism. As we announced at the Leaders' Summit on the prevention of violent extremism in New York 2 months ago, Switzerland will host an expert-level meeting on professional training next year in Geneva. The meeting will be focusing on the role vocational training can play in creating perspective and foster resilience in regions particularly at risk with regard to violent extremism. Third, Switzerland also supports substantially the Global Community Engagement and Resilience Fund, the GSERF, which is a world fund against violent extremism. This is a public-private initiative based in Geneva that was established to serve as the first global efforts to support local, very local, community-level initiatives aimed at strengthening resilience against violent extremism, so bottom-up. The GSERF is about to announce concrete projects in Bangladesh, Mali, and Nigeria. We encourage both public and private actors to support this global fund. Such measures will mainly have mid- and long-term effects. By far, the most important short-term priority to reduce armed violence and advance security is to end the war in Syria, to stop the war. This would give Syrians a chance to rebuild their country. It would give the displaced a perspective of returning home, and that's what they want. And this would also improve the prospect of diminishing Islamic State. Switzerland supports the efforts of UN Special Envoy Mr. Staffan de Mistura to foster intra-Syrian dialogue. We can help with expertise and, if required, with financial resources and Geneva logistics. Any political transition must be Syrian-led and Syrian-owned. But it is important that the regional and world powers create an enabling environment. And in this regard, it is encouraging that the US and Russia, despite all their differences, have now established a Syria support group with Saudi Arabia, with Iran, sitting at the same table, what we asked for already 4 years. Switzerland called on all actors involved to translate their shared solidarity expressions over the Paris attack into a concrete common efforts to stop the war in Syria. Only then is there a chance to make progress toward the declared objective of credible, inclusive, and non-sectarian governance with a new constitution and free and fair elections. Our third Swiss response to the current global challenges and changes concerns what I've just hinted at, the ever more obvious nexus between development and armed violence. There can be no development without peace, and there can be no peace without development. This has been acknowledged by the new framework of international cooperation, the Agenda 2030. Peaceful and inclusive societies is one of the 17 Sustainable Development Goals. If we want to further reduce poverty, advance sustainable development, and prevent violent extremism, we must transform fragile states into peaceful, inclusive, and stable state. It's quite easy to say, it requires a lot of work. Beginning by complementing traditional development activities with peace and state-building measures together. Today, half of Switzerland's development partners are fragile states. Addressing the causes of their fragility, increasing their crisis resistance, and improving their human rights situation will be an ever more important objective in the years ahead, challenging, although necessary. This brings me to the fourth and final point of Switzerland's response to the current developments. While my country can and must contribute to managing the current crisis, advancing the globalization agenda must remain a priority. Long-term is also needed. We must be careful not to forget these long-term goals.
while we invest time and energy in the management of the crisis. I'm thinking of our contribution to the debate on reforming the United Nations, of our ideas to strengthen the OSCE's capacity to act, of our efforts to promote cooperative security in East Asia and in the Middle East, and it is very long-term oriented, of our engagement as well for non-proliferation and disarmament, of our joint initiative with the International Committee of the Red Cross to strengthen compliance with international humanitarian law, or of our programs to address themes such as climate change, food security, migration, and water. In our eyes, for instance, water must be a topic for cooperation and not an issue for war. This is why we launched an international panel on war and peace last Monday in Geneva. Ladies and gentlemen, once again, I would like to thank you all. Thank you all to be here. In Switzerland, I would like to thank you to be here to debate common challenges with regard to our community on this planet. Dialogue, diplomacy, creativity, we need all of this, and gatherings such as this World Policy Conference, Mr. President, build precisely on them. In the face of common challenges, in this quest for a new equilibrium, I think that Switzerland, the spirit of this region, the spirit of Geneva, a spirit of peace and cooperation, can help and inspire us all. I wish you a warm welcome. I wish you a nice day, despite the rain and the snow that are coming now. And I wish you every success in your work. Thank you very much, and have a good day. Well, thank you very much, Mr. Federal Councillor, for this extremely wide and at the same time deep contribution to our work, and for the very important contribution of Switzerland, as you described, in the current circumstances and the return of geopolitics, as you said. Now, this will end this opening session, but I would like to say 2 or 3 words which are more practical. But the first one is that due to all the difficulties of the last few days, we have had to change a little bit our program, not too much, as you will see, but some changes. And typically, Dr. Khalid bin Mohammed Al-Atiyah. How is my Arabic, by the way, Meshal? It's okay? So I repeat, Dr. Khalid bin Mohammed Al-Atiyah, who is the Minister of Foreign Affairs of Qatar. He has to leave in the afternoon to go to New York, so he will be the guest of honor of a lunch debate today. So we will have a lunch at 1 o'clock. I think it is upstairs. And I am very grateful to the minister that he has adjusted his plans, to stay with us. There are a number of other changes, and the revised program will be shown on the screens and available also distributed in paper form just after this session. I would also like to tell all of you that you will be invited and welcome by our usual traditional studio, WPC TV, next door or almost on this, this is on this floor, Songlim, or 1 floor up, I don't know. But at some point you will be invited, and interviewed on this studio. So for the time being, these are my remarks. Thank you very much again. Mr. Federal Councillor, thanks to Montreux, this historical place where we are actually. This hotel is really historical. And we will start on time immediately now for the first plenary session. Thanks a lot.